Si nous devions rechercher le sens du dense brouillard qui enveloppait l'Europe vers la fin du premier quart du VE siècle après Jésus-Christ, nous verrions la silhouette d'un empire romain luttant pour sa survie contre les vagues destructrices des tribus germaniques, laissant derrière lui ses jours glorieux. Cette silhouette nous apparaît plus effacée que jamais. Des empereurs manipulés par des barbares, l'odeur de la fumée s'élevant des villes en ruine, et des rivières teintes de rouge par le sang de années de massacres sont les caractéristiques les plus marquantes de cette silhouette. En effet, au cours des 50 dernières années, l'Empire a été remodelé par le feu et les cendres sous les épées des guerriers barbares. Tout d'abord, en 378, l'empereur Valent a été défait et tué à Édirne, ouvrant la voie à une série de catastrophes. Les terres s'étendant des Balkans à l'Italie, autrefois préservées au-delà des fleuves Rhin et Danube pendant des siècles, se sont effondrées sous la force implacable du flot humain dirigé par des guerriers goths impitoyables. De vastes territoires du Danube à l'Afrique du Nord ont été envahis par les Alains, les Vandales et les Suèves. En 409, l'Empire a dû se retirer de la Grande-Bretagne pour protéger l'Europe continentale. Un an plus tard, les Goths ont capturé Rome et l'ont pillée pendant 3 jours. La chute de la ville sacrée donnerait bientôt naissance à l'éclosion de la peur dans le cœur des gens. L'horreur et l'anxiété devenaient palpables dans tout l'Empire. Les villes et les villages ont commencé à être abandonnés. Une étincelle a été allumée à l'est avec le mouvement des Huns, se transformant en une spirale dévastatrice de feu qui a englouti toute l'Europe. Les chroniques de l'Église et les journaux intimes débordaient de prières pour la fin de ces catastrophes qui transformaient l'Europe en cendres. Cependant, les auteurs de ces lignes ne savaient pas que ce qui s'était passé jusqu'à présent n'était que le début. Bientôt, des murmures concernant une légende obscure ont commencé à atteindre les oreilles des gens. Les histoires terrifiantes qui circulaient ont insufflé la vie aux graines d'une nouvelle peur. L'Église l'appelait le fouet de Dieu. Bientôt, il devint populaire parmi les Romains. Les Huns, en signe de compassion, le nommèrent Attila, signifiant « petit père » dans leur langue. Ce nom deviendrait bientôt un motif indispensable dans les histoires d'horreur de l'époque. Car lorsque le fouet de Dieu fut jeté sur l'Europe, tous les désastres vécus jusqu'alors ne seraient qu'une nostalgie d'une mère agréable. Attila était le fils de Mincuc, membre du clan Tulu. Son père est décédé lorsqu'il était encore enfant, et lui et son frère Bléda ont été élevés par leur oncle Rua. Les sources de l'époque sont assez silencieuses sur son enfance et sa jeunesse. Par conséquent, les activités d'Attila pendant cette période sont cachées derrière une obscurité incertaine. Cependant, étant donné qu'il venait du clan Tulu important, il n'est pas exagéré de penser qu'il a été élevé comme le futur dirigeant. Les sources de l'époque indiquent qu'il a rejoint le conseil de guerre des Huns à un jeune âge. De plus, la manière dont Attila a été élevé était assez différente de l'image barbare dans l'esprit des Romains. Ce qui est écrit sur Attila montre qu'il a réussi non seulement dans la barbarie, mais aussi dans la diplomatie. Il parlait couramment et avec éloquence le latin et le gothique. Ses compétences au tir à l'arc et à l'épée étaient élevées, à tel point que de nombreuses sources occidentales de cette époque affirmaient qu'il portait l'épée de Mars, le dieu de la guerre. Ces contes légendaires façonneraient bientôt un mythe extraordinaire autour d'Attila. Ce mythe, façonné par la peur et la terreur, commença à s'enraciner dans l'esprit et le cœur de tous les Européens en peu de temps. Attila devint une figure semblable à un loup surnaturel au visage velu, qui tua son frère pour ses ambitions, cuisina impitoyablement et mangea ses propres fils, et fut redouté à l'ère de la force brute et de la colère. Le processus qui transformerait Attila d'un simple membre de la dynastie en le dirigeant de tous les Huns commence avec la mort soudaine de son oncle. Peu de temps après, des pourparlers de paix sont initiés avec l'Empire romain d'Orient. Attila prend l'initiative et s'y rend lui-même. Ce qui va se passer ici est crucial pour son avenir. À cette époque, les Huns étaient dirigés par ses oncles, et son frère était un autre partenaire sur le trône. Quoi qu'il en soit, Attila doit réussir ses négociations à tout prix, car l'Empire romain d'Orient est dirigé par son oncle.
Lorsque l'envoyé romain arrive, Attila n'est pas satisfait de la vue qui s'offre à lui. Attila le rencontre et la délégation romaine qui l'accompagne à cheval, un geste d'humiliation. Cependant, l'envoyé sait qu'il doit poursuivre les négociations. L'empereur romain d'Orient veut que la paix soit réalisée à tout prix. Que Attila le sache ou non n'est pas certain. Cependant, son insistance pour que les conditions de négociation soient acceptées en faveur des Huns est assez claire. Au cours des négociations, il dit « Soit vous acceptez, soit nous allons à la guerre ». La délégation romaine d'Orient est forcée d'accepter toutes les conditions. Ainsi, Attila obtient ce qu'il veut. Lorsqu'il rentre, Attila et son frère commencent à gouverner l'État unique en tant que co-dirigeants. Cependant, leur relation est assez incertaine dans les sources de l'époque. Certaines sources affirment qu'Attila a tué son frère, tandis que d'autres disent que son frère est mort de cause naturelle. Avec ces allégations, Attila terrorise tout le monde. Cette terreur se fait d'abord ressentir dans la partie orientale de l'Empire. Les premières et deuxièmes campagnes balkaniques ont profondément ébranlé la domination de l'Empire romain d'Orient dans les Balkans. Les villes étaient couvertes de fumée noire. Les Huns avançaient vers Constantinople. En 447, sous la direction d'Attila, les Huns brisent la dernière résistance à Gallipoli. C'était la fin de tout pour l'Empire romain d'Orient. Attila et Constantinople n'étaient qu'à quelques kilomètres l'un de l'autre. L'odeur du sang et de la fumée dans l'air était clairement audible. Le cauchemar redouté de l'Empire romain d'Orient allait étouffer la ville. Cependant, juste au moment où il allait capturer la ville, des négociations de paix furent conclues de manière positive. La paix régna sur l'Empire romain d'Orient pendant un certain temps. Cependant, cette paix coûterait cher à l'Empire romain d'Orient. Pendant des années, ils payèrent des sommes énormes à Attila. En 450, Attila reçut une lettre de la capitale de Rome occidentale. La lettre venait de la sœur de l'empereur et comprenait une bague de fiançailles. C'était une demande en mariage. L'empereur fut furieux lorsqu'il l'apprit. Il ne voulait pas de cela. Attila exigea la princesse et des territoires de Rome. Sinon, il menaça d'amener son armée à Rome. Ainsi, il déchaîna le chaos en Europe. Certaines sources prétendent que son armée dépassait le demi-million. Il avança au cœur de l'Europe, atteignant jusqu'en Belgique. La civilisation que Rome avait construite pendant des siècles disparut en quelques mois. Attila avançait vers Paris. Cependant, il fut arrêté par Flavius, l'un des derniers grands commandants de Rome, et le roi gothique. Des dizaines de milliers des deux côtés furent tués. Attila fut stoppé. Un an plus tard, il se tourna à nouveau vers l'Europe. Il captura de nombreuses villes. Il brûla et détruisit. Rome envoya le pape en tant qu'envoyé. Les négociations se terminèrent comme Rome le voulait. Attila se retira. Certaines sources prétendent qu'il y avait une épidémie dans l'armée. On dit qu'Attila se retira à cause de cela. Peut-être, en se retirant, il pensait revenir plus tard. Lorsqu'il revint dans son pays, il se maria. Il mourut la nuit de noces. Certaines sources prétendent qu'il a été empoisonné, tandis que d'autres disent qu'il est mort d'une consommation excessive d'alcool. L'Europe poussa un soupir de soulagement. L'empire établi par Attila fut divisé entre ses fils. Ils travaillèrent tous à étendre leur propre territoire. Cependant, ils étaient complètement fragmentés. L'histoire d'horreur de l'Europe continua de vivre pendant des siècles.